Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo. On est vendredi et non, il n'y a pas de chapitre One Piece. Et en un sens, c'est normal, Ichiro Oda, il doit se reposer et surtout à cause du Covid-19, eh bien, l'édition japonaise a pris pas mal de retard. Il doit trouver une autre façon justement de travailler. Donc ça veut dire que cet été, eh bien, on aura pas mal de chapitres qui seront espacés. Donc je vais essayer, comme je l'ai fait depuis quelques temps, quand il y aura une pause, eh bien, on fera une petite vidéo le vendredi pour parler d'un thème de One Piece. Et là aujourd'hui j'ai choisi quoi comme thème? De toute façon vous le savez, vu que vous avez vu la vignette, on va parler des primes. Alors par contre, je ne vais pas faire un top 5 ou un top 10 des futures primes. Je vais pas terroriser carrément. Moi je terrorise, je fais pas de théorie, moi je terrorise les futures primes des Mugiwara après Wano Kuni. Quels vont être les remplaçants des Yonkou, Mihawk, ce qu'il va faire, est-ce qu'il va avoir une nouvelle prime, etc. Ce que je voudrais plutôt, ça serait qu'on se concentre et de savoir pourquoi les primes ont été créées, quel est leur but. Est-ce que Ichiro Oda a fait une erreur justement en créant ce système de primes? Est-ce qu'une personne qui a une prime plus grosse que l'autre est obligatoirement plus puissante? Pourquoi j'ai eu aussi idée de cette vidéo? Eh bien ça fait très longtemps que j'ai voulu en parler, et surtout voilà, j'ai reçu 2 coffrets collector par Kana. D'ailleurs, le petit message de soutien par Kana fait toujours hyper plaisir. Donc gros merci à toi. Et voilà, donc il y a 2 coffrets collector Stampede à gagner. Laissez un commentaire en disant merci Kana. Et après, vous pouvez aussi laisser un petit message pour moi qui va être gentil. Ça me ferait quand même super plaisir. Et ce qui va se passer, c'est que vendredi prochain, vu qu'il y aura un chapitre, et bien pendant la réaction live du chapitre, on va dire le résultat de ce concours. Donc ce concours bien sûr se termine vendredi prochain. Donc, pourquoi les Wanted ont été créés? Les Wanted, ce que beaucoup de personnes pensent au niveau des primes, c'est que ça représente la puissance d'un personnage. Et il faut savoir qu'il y a quelques mangas et il y a même aussi quelques films où les auteurs ont essayé de mettre en place quelque chose qui permet de mesurer la puissance d'un personnage. Au niveau des films, on va prendre le plus grand exemple qui va être Star Wars, avec justement ce taux de midi-chlorien qu'il y a dans le sang qui permet de savoir si la personne est réactive ou pas à la force. Dans l'épisode 1, on apprend que Anakin a un taux de midi-chlorien déjà jeune qui est supérieur à celui de Yoda. Donc ça veut dire qu'il est hyper réceptif et qu'il peut être hyper puissant dans la force. Dans les mangas, là on va prendre différents exemples. L'exemple bien sûr le plus connu est celui de Dragon Ball. Dragon Ball avec les scooters qui permettent d'avoir des unités, et ces unités donnent à un instant T, justement quand il y a le scan, la puissance que dégage le personnage. D'ailleurs, vu que Goku arrive un petit peu à cacher sa force, souvent celle-ci est biaisée. Akira Toriyama, je pense qu'à un moment il s'est dit faut que j'arrête là-dedans, parce qu'on le voit déjà à la fin de Namek comment les puissances explosent. Après, je pense qu'il a totalement abandonné. On voit ça aussi dans d'autres mangas, comme par exemple Seven Deadly Sins avec le pendentif, la boucle d'oreille qui est l'œil de Balor, qui permet selon différents critères justement de donner la puissance du personnage. Et après il y a aussi Toriko pour ceux qui connaissent, et bien il y a des créatures, des ingrédients à aller chercher, et ces ingrédients ont un certain niveau de capture, et quand une personne arrive à capturer, et bien la puissance du personnage est donnée par rapport à l'élément qu'il a capturé. Là ici au niveau de One Piece, on peut prendre un petit peu les Wanted comme révélant la puissance du personnage. C'est pour ça souvent qu'on va voir, soit dans des vidéos, soit carrément dans des forums, des gens qui vont dire oui mais non, mais tel personnage est plus puissant que l'autre parce que regardez sa prime est absolument dingue. D'ailleurs on l'a vu avec le chapitre 957, les primes des Yonkou qui devenaient quelque chose d'absolument dingue. Il faut savoir que les primes ont été créées dès le premier chapitre, on l'a vu justement avec Iguma, et dans les derniers chapitres on a encore des personnages qui sont présentés et on nous donne sa prime. Donc c'est quand même quelque chose qu'il utilise depuis le début et qu'il n'a pas arrêté d'utiliser. On peut se demander, est-ce qu'il le maîtrise encore, ou est-ce que c'est quelque chose dans lequel il s'entête et il fait des erreurs? Les primes ne représentent pas que la puissance du personnage, et surtout ce qui est vraiment important, c'est que c'est un élément qui est donné non pas par une personne, c'est donné carrément par un groupe de personnes qui est le gouvernement mondial. La prime correspond surtout à la dangerosité du personnage, et pour moi je pense que les primes sont liées à 5 facteurs. Premier facteur, il va y avoir la puissance. Deuxième facteur, ça va être l'impact du personnage par rapport à la population. Troisième, c'est l'impact
du personnage qui reçoit la prime bien sûr par rapport au gouvernement mondial. La quatrième, ça va être un petit peu son influence et aussi son charisme par rapport au monde, les personnes par exemple qu'il va avoir sous ses ordres ou les personnes avec qui il est en relation. Et enfin, le cinquième élément, c'est le temps. Une analyse de ces 5 différents éléments qui vont se réunir et qui vont pouvoir donner une prime au personnage. On prend le premier point qui est la force. On va parler premièrement de la force brute, c'est-à-dire ses techniques d'attaque, la carrure qu'il a, l'énergie qu'il peut dégager, sa morphologie, le fait que ça soit un Tontatas ou un géant, il va pas du tout avoir nécessairement la même force. Cette force brute, une fois qu'elle est analysée, vient s'ajouter 2 autres facteurs pour moi qui sont hyper importants, qui sont premièrement, est-ce qu'il possède un fruit du démon, et deuxièmement, est-ce qu'il maîtrise aussi le haki. En fonction de la puissance que tu as, si par exemple tu es un géant, tu n'as pas du tout de fruit du démon, si tu es par exemple un Tontatas et que tu possèdes un fruit du démon complètement dingue, complètement cheaté, eh bien imaginons un Tontatas qui peut avoir le Mera Mera no Mi, s'il sait bien l'utiliser, un Tontatas peut battre un géant. La dernière chose au niveau de la puissance, ça va être tout simplement sa maîtrise au niveau du haki. Si par exemple il maîtrise les 2 hakis qui sont le haki de l'observation et aussi le haki de l'armement, va représenter un certain danger. Cependant, s'il possède aussi le haki des rois, là par contre ça va être vraiment une très grosse menace. Donc vous voyez, ça fait vraiment plusieurs éléments à prendre en compte pour déterminer déjà le premier facteur de la prime. Le deuxième facteur, c'est tout simplement son influence, l'impact qu'il a avec les populations. Et souvent on a entendu que si la personne avait fait beaucoup de ravages ou avait été très agressif avec certaines populations, obligatoirement, il est considéré comme une menace. Et inversement, si ce pirate a plusieurs îles sous son autorité, mais que les îles, en un sens, continuent à être relativement safe et continuent toujours à dépendre et apporter un certain soutien, par exemple, au gouvernement mondial, eh bien, la prime du pirate qui est en lien avec ces populations ne va pas du tout être la même. Et donc, on va arriver sur le troisième point, lui, qui est vraiment important, c'est tout simplement l'impact qu'a le pirate sur l'économie ou même sur le gouvernement mondial. Et là, on peut séparer 2 éléments. Premièrement, l'élément qu'on va considérer comme étant économique, c'est-à-dire que on a un pirate qui a plusieurs îles sous son autorité et décide de couper les ponts avec le gouvernement mondial et dit vous ne devez plus redonner de l'argent pour Marie-Joie. Il y a une chose qu'on a tendance à oublier et qu'on ne voit pas beaucoup dans One Piece, c'est que tout l'argent, les récoltes que les îles font, ils doivent redonner un tribut au gouvernement mondial pour que celui-ci puisse vivre. Parce que les Tenryubito qui sont là-haut, ils ne cultivent pas, ils ne font rien du tout. Ils consomment énormément, ils achètent plein de trucs, donc obligatoirement l'argent qu'ils ont doit bien venir de quelque part. Et donc si on imagine qu'il y a un pirate qui prend plusieurs îles et qui enlève justement cette partie d'impôt d'être rétribuée vers le gouvernement mondial, eh bien ce pirate est une menace envers le gouvernement. Le deuxième élément, c'est par rapport au secret du gouvernement mondial. On l'a vu justement avec Ohara et on va reprendre la prime de Robin. Robin étant enfant, elle va avoir une prime de 79 millions de berries. Pourquoi? Parce qu'elle peut lire les poneglyphes et elle est une menace principale contre l'établissement du gouvernement mondial des Tenryubito ou même carrément de Im-sama et du Goresei. Sous-entendu, bien sûr, vu que le Goresei est sous les ordres de Im-sama, on va aussi penser à quelqu'un, les révolutionnaires qui sont l'une des plus grandes menaces. C'est-à-dire que certains révolutionnaires ne sont peut-être pas hyper puissants, ne font pas du mal à l'économie, mais ils sont une terrible menace. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout simplement la destitution du modèle en place qui est le modèle du gouvernement mondial. On va arriver maintenant sur le quatrième point, le charisme et l'influence du pirate. Là, on va prendre quelqu'un, on parle des révolutionnaires, on va parler tout simplement de Dragon. Dragon, justement, il a cette influence, il a aussi cette puissance. On ne sait même pas d'ailleurs la prime qu'il a et c'est l'un des personnages les plus importants, les plus recherchés. Pourquoi? Parce que c'est l'une des plus grosses menaces. Un capitaine, quand il va faire des actions contre le gouvernement mondial ou contre certaines populations, il va avoir sa prime qui va augmenter. Mais on l'a appris aussi dans le SBS 91, les bras droits qui sont sous ses ordres, eux aussi, quand le capitaine va augmenter, eh bien leur prime à eux va aussi augmenter. C'est-à-dire que certaines personnes qui sont sous des ordres, par exemple sous les ordres de Kaido, sous les ordres de Big Mom, quand il va y avoir des grands faits qui vont être accomplis
contre le gouvernement mondial, eh bien la prime des mecs qui sont dans leur équipage, qui sont à la tête de certaines flottes, eh bien eux aussi vont avoir leurs primes qui vont être obligatoirement augmenter. Le dernier point, c'est tout simplement le temps. Pourquoi on parle du temps? Parce qu'il faut savoir que les Shichibukai, quand ils deviennent Shichibukai, eh bien leur prime est gelée. C'est-à-dire que durant un moment, même s'ils commettent des exactions contre certaines populations, contre d'autres personnes, eh bien leur prime ne bouge pas. Contrairement à d'autres qui vont avoir une prime qui va être fixe et en fonction des actions qu'ils vont faire, eh bien vont avoir une prime qui va augmenter. Et si cette prime dure depuis pas mal de temps, eh bien cette prime, même s'ils ne font rien, vu qu'ils sont recherchés pour donner plus envie aux gens de les attraper, eh bien leurs primes vont augmenter. Alors maintenant, la question à se poser, c'est à quoi servent ces primes dans le monde de One Piece? On répète, c'est fait par le gouvernement mondial, c'est donné à la population. Pourquoi? Pour que la population donne des informations justement sur ces pirates, savoir s'ils les ont vus, à quel endroit ils ont été, pour essayer de dire, bah tiens, ils vont peut-être revenir à ce coin-là, pour qu'on puisse les capturer. Maintenant, qui peut capturer ces pirates avec ces primes absolument folles? Qui va avoir justement les coronesses pour pouvoir y aller? On sait, Ichiro Oda a mis ça en place, c'est-à-dire les chasseurs de primes, mais qui va pouvoir? Quand tu as une prime qui va être 10, 15, 20, 30 millions à la rigueur, un chasseur de primes peut arriver à le latter. Mais quand ils commencent à atteindre des 100 millions, 200 millions, ils sont carrément des capitaines. Ils ont aussi souvent sous leurs ordres des personnes qui vont avoir des primes allant de 50 à 100, 130 millions facile. Et même une fois qu'on arrive carrément dans le nouveau monde, eh bien les mecs qui ont des grosses primes, eh bien après se font carrément absorber par d'autres équipages, l'équipage justement des Yonkou, des empereurs. On va parler bien sûr, c'était à l'époque Barbe Blanche, là on a Kaido, on a eu Barbe Noire, on a Big Mom. Même si le peuple dit bah tiens lui tel équipage va revenir dans tel temps, qui va aller les attraper? Alors après bien sûr il peut y avoir les mecs de la marine. Les mecs de la marine après ils peuvent peut-être faire un concours entre eux en disant bah tiens moi j'ai attrapé tel mec à telle prime, tel mec à telle prime. Souvent ça va être des éléments comme on l'a vu au niveau de Smoker qui après Alabasta a pu gagner certains grades, mais encore une fois c'est quelque chose qui nous est montré mais qui est vraiment assez subtil, qui est vraiment basculé comme ça. Dans le monde de One Piece, les primes, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, si dans ce monde-là, on n'arrive pas à trouver une certaine utilité, une certaine cohérence, il faut maintenant essayer de la chercher d'un point de vue narratif. C'est-à-dire que Ichiro Oda, pourquoi, et comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, pourquoi a-t-il mis en place ça à un moment, et même plus de 900 chapitres plus tard, a-t-il encore ce système de primes en place? On peut, comme je l'ai dit, essayer de réfléchir par rapport à la puissance. Là, on va prendre les primes vraiment les plus hautes, les 10 qui dépassent justement le milliard. On va commencer bien sûr par les primes avec Goldie Roger qui a 5 milliards 564 millions. Après, on a Barbe Blanche à la deuxième place avec 5 milliards 046 millions. Après, on a Kaido 4 milliards 611 millions. Après, on a Big Mom 4 milliards 388 millions. Après, on a Shanks 4 milliards 048 millions. Barbe Noire 2 milliards 247 millions. Si on regarde ça, on peut quand même trouver une certaine logique déjà dans la puissance, mais aussi une logique selon le temps. Parce que même si certains pourraient dire je pense que Shanks est plus puissant que Big Mom, vu que Shanks est empereur depuis moins longtemps que Big Mom, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, le temps permet une certaine augmentation de la prime. Et là, ici, on voit une certaine corrélation. Et quand on prend aussi le reste, 1 milliard 500 millions pour Luffy. Luffy, bien sûr, c'est par rapport à tout ce qu'il a fait. Queen, 1 milliard 320 000. Charlotte Katakuri, 1 milliard 57 millions. Alors là, on peut se poser la question, est-ce que Katakuri est moins puissant que Queen ? Moi personnellement on n'a pas encore vu Queen, mais j'aime tellement Katakuri que je pourrais être tenté de dire que Katakuri soit plus puissant que Queen. Mais là encore une fois, vous voyez, ça fait partie de l'équipage. Peut-être que l'équipage tout simplement de Kaido est plus dangereux que l'équipage de Big Mom. Et de ce fait, on reprend l'élément que je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'être affilié à un certain équipage peut te permettre d'avoir une prime qui est plus puissante. Là, par contre, où des fois, ça fait un petit peu rire, alors je vais reprendre parce que ça, j'étais pété de rire quand j'avais fait les recherches. On a Caribou, hein, le mec qui est complètement what the fuck, il a une prime de 210 millions, alors que en dessous, tu as Killer,
qui a une prime de 200 millions, c'est-à-dire 10 millions en moins. Après, on a Bartolomeo qui a aussi une prime de 200 millions. On a Bellamy 195. Alors Bellamy, sûrement, c'est parce qu'il faisait partie de l'équipage de Doflamingo et à un moment, c'était une menace. On peut peut-être aussi le reprendre comme ça. Si on prend le thème des primes autres que seulement la puissance, Ichiro Oda gère très très bien ses primes. Ce qu'il y a à retenir, c'est que les primes sont aussi créées d'un point de vue narratif pour poser des éléments scénaristiques et pour poser aussi certains effets. L'un des premiers effets va être un effet comique. Rappelez-vous de Usopp quand il est sur la prime de Luffy. La relation qu'il y a entre Zoro et Sanji, qui sont toujours à savoir qui va avoir la prime la plus grosse. Rappelez-vous aussi quand il y a God Usopp qui a cette prime de 200 millions et que tu as Franky qui a 494 millions. Il est prêt même à l'étrangler. Il y a toujours ces éléments qui vont nous faire rire. Il ne va pas les utiliser seulement que pour savoir qui a le kiki le plus dur. Il y a vraiment tout un aspect qui est vraiment recherché à côté. L'autre élément, c'est aussi nous foutre une putain de hype. Depuis le temps que les primes ont été créées, c'est seulement qu'au chapitre 957 qui nous a annoncé la prime de Yonkou. C'est un truc de taré. C'est un truc de taré. 957. Et rappelez-vous les réactions live qu'il y avait eu à cette époque-là et même toutes les théories qui en ont découlé. Ça crée une hype, ça crée une attente. Quand il y a un personnage qui apparaît, la chose qu'on veut savoir, c'est quelle est cette prime. Parce que involontairement, cette prime dans notre subconscient nous permet, même si c'est un défaut, de nous poser une certaine puissance, une certaine hiérarchie dans l'équipage, mais aussi par rapport à Luffy. Luffy maintenant qui a une prime de 1,5 milliard. Et l'autre dernier élément, c'est tout simplement un élément par rapport au scénario. Dans le chapitre 801, à la fin, on voit la prime de Sanji qui est Only Alive. Pourquoi ? Alors que tous les autres c'est Dead or Alive, lui c'est Only Alive. Ça nous pose des questions et ça fait justement réfléchir, ça amène quelque chose. Après on le sait justement, c'est par rapport à son affiliation, par rapport au fait qu'il s'appelle un Bismuth, etc. Et il y a aussi d'autres éléments scénaristiques qui ont été utilisés à travers les primes. Ce qui est vraiment important ici, c'est que les primes, faut pas les prendre comme quelque chose de basique qui a pu être montré dans d'autres mangas comme étant une échelle tout simplement de puissance. Ça va bien au-delà, il y a toute une réflexion derrière et c'est vraiment là-dessus parce que malheureusement j'en ai marre de voir ces primes être seulement catalogué par rapport à de la puissance ou alors de voir des personnes dire non mais Ichiro Oda c'est complètement planté, il n'arrive pas à gérer tel personnage parce que tel personnage a telle prime. Non, tout a été réfléchi et il y a même des choses qui vont encore plus loin et je me rappelle qu'à une époque j'avais lu que certains chiffres étaient en lien par rapport à des fruits du démon. Expliquer mon ressenti moi que j'ai au niveau des primes, que j'ai toujours cette attente de pouvoir les avoir. Bref, vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que représentent les primes pour vous, ce que vous en pensez, si je suis totalement dans le faux ou alors si vous pensez exactement comme moi. Encore une fois, gros merci à Kana pour les 2 coffrets collector qui vont être à gagner. Bref, comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.